En Afrique, l'éducation reste l'un des moteurs de la croissance économique et du développement humain. Mais malheureusement, malgré les efforts consentis, le taux d'accès notamment à l'enseignement supérieur demeure inférieur à 10% contre plus de 75% dans les pays occidentaux. Il y a donc urgence à faciliter cet accès, mais pas seulement. Le défi est également d'assurer une éducation de qualité aux jeunes, obligés souvent de quitter le continent pour aller étudier à l'étranger. L'Afrique a cette particularité d'avoir une population jeune. Si cette population peut être éduquée, ça lui ouvre en tout cas la possibilité d'accéder à beaucoup d'opportunités. D'après le classement de Shanghai, sur les 500 premières universités dans le monde, il n'y en a que 5 qui sont en Afrique. Si vraiment on se focalise sur l'objectif principal de l'éducation, qui est vraiment de former les gens à la vie, et leur offrir l'opportunité après de trouver un travail, c'est important d'aller vers les meilleures institutions. La migration scolaire africaine de manière générale est la plus importante au monde. En moyenne, dans le monde, 2% des élèves vont étudier à l'étranger. En Afrique, la moyenne est de 6%. Donc il y a vraiment une aspiration très forte des élèves en Afrique à aller vers les meilleures universités. L'enjeu clé pour le continent africain serait donc de faire face à la croissance des effectifs dans son système éducatif. Cela nécessite davantage d'investissements de la part des États. Mais déjà, à titre d'exemple, des pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Rwanda ou encore le Tchad présenteraient des niveaux de dépenses publiques concernant l'éducation qui dépassent 100% de leur PIB par habitant. Les analystes estiment qu'il est important de réorganiser la répartition des ressources afin d'encourager la recherche et le renouvellement des outils pédagogiques. Les États font beaucoup pour l'éducation en Afrique et je pense que c'est important de le reconnaître. Si vous regardez par exemple les dépenses, le budget de l'éducation en pourcentage du PIB en Afrique, c'est environ 20% du budget dans la plupart des États, 4% du produit national brut. C'est en ligne avec l'effort que consacrent les nations développées à l'éducation. Le gros problème de l'éducation en Afrique, c'est la démographie. C'est qu'avec la démographie en Afrique qui est importante, ça nécessite un investissement de plus en plus important. L'éducation est une priorité dans le cadre des efforts de développement. Elle est inscrite dans les futurs objectifs de développement durable qui seront adoptés en septembre 2015 à New York. Assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité d'ici à 2030, ce sera donc l'un des défis majeurs des États africains qui, pour le moment, subissent encore les conséquences négatives du manque de ressources financières. Et bonsoir à tous et bienvenue encore une fois à l'image de l'Afrique. Ce soir, nous parlons éducation et nous nous posons la question où va l'éducation en Afrique? Alors, on parle souvent de l'éducation pour parler de son accès ou de la qualité, mais on n'évoque pas nécessairement toujours les progrès qui ont été accomplis et les nouveaux défis que l'on peut déjà pressentir pour préparer nos jeunes à l'Afrique de demain, celle que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Alors ce soir, nous sommes avec trois invités qui sont experts dans la question. Nous avons d'abord Madame Nathalie Munyamenda, qui est directrice générale du Next Einstein Forum. Merci d'être avec nous. Nous avons Monsieur Damien Mouzoun, qui est PDG de AINA Think Tank. Merci. C'est un plaisir. Et Dr Alphonse Sebaganoa, qui est enseignant-chercheur à l'Université nationale. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors commençons avec Monsieur Sebaganoa. Est-ce que vous pourriez peut-être nous aider à mieux comprendre où en est l'éducation aujourd'hui au niveau, on parle de la qualité de l'éducation. Quels sont les principaux défis peut-être qui demeurent? Merci. Merci pour cette question. Mais ne faudrait-il pas peut-être commencer par, même si ça se fait souvent, commencer par faire une approche définitionnelle du mot éducation? Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que l'éducation? Pourquoi pas? En tant qu'enseignant, je me sens obligé de faire cette approche définitionnelle du mot éducation. Les Romains, dans la langue latine, parlent de educare, conduire. Mais aussi il y a les Grecs qui parlent d'exducere, sortir de, faire sortir de quelque chose de mauvais vers quelque chose de bon. Sortir en effet de l'animalité à l'humanité. Ça c'est étymologie. Maintenant, alors l'état actuel de l'éducation. Vous savez, il y a des instruments internationaux depuis plus d'une quinzaine d'années. Il y a l'instrument qu'on appelle l'objectif du millénaire, du développement du millénaire, de 2000 à 2015, dont l'objectif, avec les 8 objectifs. L'objectif numéro 2
concernait l'accès, donc la scolarisation universelle. Faire en sorte que tous les enfants à l'âge scolaire soient effectivement scolarisés. C'était l'objectif des 15 ans. Et l'Afrique est passée de 60% en 2000 à 80% en 2015. Donc c'est un pas de géant, 20% en 15 ans. Donc de 60% à 80%. Alors, en 2015, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouvel instrument. L'objectif de développement durable. L'objectif de développement durable. Et donc là, alors, c'est plutôt la qualité. La qualité, l'équité, l'inclusion. Et donc, c'est depuis 2016, depuis 2 ans à peine, que le continent, que plutôt le monde, commence maintenant à s'attaquer au problème de la qualité, au problème de l'équité, au problème de l'inclusion. Parce qu'avant, c'était plutôt l'accès seulement, que tous les enfants accèdent à l'école. Et maintenant, alors, on s'attaque au problème de la qualité. Mais quel est le contenu? Quel est son contenu? Qu'est-ce que la qualité? Qu'est-ce que l'équité? Qu'est-ce que l'inclusion? Bon, bien sûr, un peu de mots. Alors, l'équité, plutôt la qualité de l'éducation et la qualité de l'enseignement, c'est vraiment large. Mais je peux donner quelques points seulement. Alors, on peut parler par exemple de la qualification des enseignants. On peut parler du nombre d'élèves dans la classe. On peut parler du matériel pédagogique en classe. On peut parler des pratiques pédagogiques innovantes. On peut parler du programme d'enseignement. Aujourd'hui, en Afrique en général, au Rwanda aussi en particulier, il y a un nouveau curriculum sur 12 ans. Basé sur les compétences. Avant, c'était basé sur les contenus. Maintenant, c'est basé sur les compétences, ce qui est quand même aussi un pas vers le développement. Une fois les élèves, la jeunesse sortie de l'école, ils sont compétents, ils ont la connaissance, ils ont le savoir agir, mais aussi ils ont le savoir-être, ça veut dire les valeurs. Restons sur cette question de compétences, justement. Damien, je sais que vous travaillez beaucoup avec les jeunes et surtout sur ces compétences qui sont quelquefois pas nécessairement sur lesquelles on ne met pas nécessairement l'accent dans les systèmes d'éducation. À votre avis, quelles sont les compétences nécessaires aujourd'hui en Afrique? Oui, d'abord, quand nous parlons de la question de l'éducation, nous ne voyons pas une différence entre l'éducation et l'instruction. Alors, ça prête à confusion, parce qu'en réalité, il n'y a pas une éducation aussi formelle que cela paraît être. Et l'éducation, c'est d'abord, ça commence par la maison, ça commence par comment les parents se comportent devant les enfants, ça commence par la rue, ça commence par l'exposition de l'enfant. Un enfant qui est exposé à différents environnements n'a pas forcément les mêmes expositions ou la même éducation que l'enfant qui n'est jamais sorti de son coin. Et comme le dit l'ancien président ivoirien Houphouët-Boigny, il dit quand vous voyagez, votre ego diminue. Et l'une des responsabilités de l'éducation, c'est d'amener certaines valeurs de vie dans le comportement de l'enfant. L'école réclame qu'ils font du savoir-faire, savoir-être aux enfants. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus orienté vers les diplômes, les qualifications, que plutôt apprendre à l'enfant à se comporter dans la vie, avoir des valeurs comme la discipline à la maison, comment cet enfant doit pouvoir, quel genre de mœurs ou de valeurs de l'éthique que l'enfant peut copier. Et généralement, sur ce point, je crois qu'il y a cette confusion que beaucoup ne comprennent pas. On se dit, l'école, il faut envoyer l'enfant dans une école qui soit, disant, de qualité parce qu'elle fait demander beaucoup d'argent, ou même aujourd'hui, beaucoup de parents préfèrent envoyer les enfants dans les écoles privées, mais je crois qu'on se rend compte davantage que ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est plutôt ailleurs. Donc, cette question de qualité de notre éducation, ça doit être une question revue et tenant compte de l'aspect informel. Et c'est pourquoi cela appelle d'ailleurs non seulement au gouvernement, mais surtout à la population active. Si vous ne pouvez pas
éduquer un enfant pendant que vous êtes sur la rue, qui n'est même pas le vôtre, je pense que le gouvernement ne peut pas peut-être être sur la rue en train de corriger tout enfant qui se comporte mal ou qui jette les choses sur les rues. Donc c'est une responsabilité partagée. Et c'est là en ça que je loue l'expérience des pays comme le Ghana qui ont récemment commencé à valoriser même ces individus qui décident d'accompagner le système éducatif qui a déjà son curriculum, comme le disait mon prédécesseur. Ils ont un programme préétabli, c'est ce qu'il faut enseigner à l'enfant. Mais généralement, quand on rentre dans le bain de l'éducation, c'est l'enfant qui te demande ce qu'il veut. Parce que même deux enfants jumeaux n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, dans notre cas précis, dans les think tanks, ce que nous faisons, c'est que nous orientons notre formation en direction de ce que l'enfant désire. Mais quand vous le mettez dans une classe de 20 ou de 50, c'est un curriculum qui est préétabli comme si tout le monde avait le même destin ou tout le monde devait connaître la même chose. Alors que la réalité se démarque de ça. Donc j'ai des gens qui ont quitté même leur boulot et qui aujourd'hui vont dans les écoles, ils réunissent les enfants de façon informelle, ils leur posent des questions sur la vie, des réalités, les enfants ont des problèmes, ils demandent à ces gens, et l'école n'arrive pas toujours à le faire. Et donc, je crois qu'il faut ce partenariat entre nos systèmes éducatifs, que ce soit privé ou public, ou institutionnalisé ou non, avec des individus qu'on a partout, même ici au Rwanda, qui s'engagent à vouloir apporter des valeurs de vie à ces enfants et qui s'attardent à le faire. Vous parlez justement de ces compétences peut-être qui sont additionnelles ou de ces compétences qui sont complémentaires. Nathalie, vous avez l'opportunité de rencontrer des jeunes et des jeunes dans des domaines qui ne sont pas nécessairement les domaines traditionnels, entre guillemets. Selon vous, est-ce qu'on prépare réellement nos jeunes au monde actuel, au monde en évolution? Ça, c'est une question complexe parce que je crois que ce n'est pas seulement en Afrique, je crois que le monde entier se bat avec cette question de qualité. Est-ce qu'on prépare nos jeunes dans le système d'éducation pour pouvoir résoudre les problèmes que nous avons dans notre société? C'est une question complexe et je crois que la réponse est non. Mais il y a des progrès et il y a surtout des endroits où ça se passe très bien, il y a des évolutions. Alors moi, je crois que si on revient sur la question de qu'est-ce qui se passe en Afrique, si on regarde les faits, on sait que la Banque mondiale a fait un sondage dans 1800 écoles dans l'Afrique de l'Ouest francophone et ils ont trouvé que 71% des jeunes en deuxième primaire, des enfants en deuxième primaire n'étaient pas capables de lire ce qui était imprimé. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas, si ils lisent chat, ils ne pouvaient pas connecter un chat avec ce qu'ils venaient de lire. Alors ça veut dire qu'on a un taux de scolarisation qui monte et c'est des très grands progrès, mais en termes de connaissance ou d'apprentissage, il y a un grave problème. Et moi je crois que c'est là où la question doit résider. Je crois qu'aujourd'hui, à terme de l'école secondaire, à terme de l'université, les jeunes, si on regarde au Rwanda, même ailleurs, parce que je crois que souvent, quand on regarde la question du Rwanda, il y a beaucoup ça chauffe beaucoup sur cette question. Les employeurs disent nos jeunes ne sont pas prêts. Moi-même, quand je cherche des gens, je vois qu'il y a vraiment des défis. Mais ce n'est pas seulement au Rwanda, c'est partout. C'est en dehors même de l'Afrique. Tout le monde se pose la question. L'Afrique du Sud, par exemple, est venue un des derniers pays dans l'OCDE, derrière la Chine. Il y a des problèmes dans tous les pays par rapport à ça. Et je crois que je lisais aujourd'hui, l'UNESCO parlait du fait que les composants du système d'éducation ne matchent pas avec les politiques. Ça veut dire on fait des recherches, on tire un peu ce que l'UNESCO a fait, la Banque mondiale, on se lance un système de politique d'éducation, mais ça ne marche pas avec les réalités. Ça veut dire ça ne marche pas avec l'infrastructure, les ressources, la qualité des enseignants. Il y a beaucoup de composants dans le système d'éducation, c'est pour ça que c'est une question vraiment complexe et que chaque pays doit vraiment regarder comment le faire. Je vais vous donner l'exemple de l'Égypte. L'Égypte j'étais à Cairo il y a moins de 2 semaines, et le ministre de l'Éducation parlait d'un changement qu'ils font au niveau de la maternelle et de la première année. Ils ont dit que la question est tellement complexe, si tu veux changer la façon dont un enfant pense, tu commences à ce niveau-là, mais ils veulent commencer lentement. Alors ils ont fait des projections, ils ont fait du planning
qu'est-ce que ça va demander pour que tu changes ça au niveau des professeurs, des enseignants? Qu'est-ce que ça va demander des parents, hein? Ils ont fait un planning sur 3 ans et ils ont dit on va lancer ce changement global en 2019. Ça veut dire ils nous ont annoncé ça, mais le programme va commencer en 2019 pour la maternelle, la première année. Alors je crois que souvent le problème c'est que tout le monde s'hasarde à dire qu'est-ce qu'il faut changer dans le système. On se dit, ah tu sais, on doit faire ça, mais il n'y a pas assez de planning, il n'y a pas assez de temps. On ne se donne pas assez de temps pour que de changer le système. Et je crois que ça, c'est le plus grand défi, c'est essayer de faire ce qu'il faut, d'amener des innovations, mais aussi se dire, on se donne 15 ans pour faire un vrai changement. Et le problème avec l'éducation, c'est tellement sensible qu'il y a de la pression et pas assez de temps pour le changement. Je pense qu'on reviendra sur cette question de temps et surtout des financements aussi, parce qu'on sait que dans la période des ajustements structurels, la première chose qu'on a dont on a coupé le budget, c'est bien sûr l'éducation, et ça a eu des conséquences. Peut-être, elle a parlé d'une question qui est complexe, et elle est bien sûr complexe, mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, ou quels sont les éléments, selon vous, qui déterminent ce résultat qui n'est pas tellement favorable de nos étudiants, qu'on enseigne, on passe des années, on investit, etc. Et à la fin, les résultats ne sont pas tellement intéressants. Qu'est-ce qui, selon vous, amène ce genre de résultats? Merci. Alors, il y a un problème à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que les politiques éducatives sont dictées par les besoins du marché économique. Le marché économique qui dicte ce que l'éducation doit faire. Comment former la jeunesse? Ça, c'est une question. Alors que le marché économique, les besoins du marché économique sont aussi mouvants. Ça bouge tout le temps. Et donc, ça va faire que si le monde de l'éducation suive le monde économique, c'est un problème. Instabilité. Ça, c'est instabilité. C'est d'une part. D'autre part, faut-il que, plutôt, le monde de l'éducation, plutôt, pense un curriculum, pense des objectifs plutôt généraux, un socle de compétences générales, sans tenir compte plutôt du marché. Comment trouver ce juste milieu entre le marché qui fait pression et l'éducation sans tenir compte du marché qui peut former n'importe quel homme? En fait, je pense que là, il faut un juste milieu. Il faut que les deux mondes, le monde de l'éducation et le monde de l'économie, du marché, dans leur indépendance, dans leur autonomie, essayent de définir des liens de partenariat pour essayer effectivement de construire quelque chose. Un homme capable, en même temps, capable de liberté, capable d'autonomie, capable de pensée critique, mais aussi capable d'agir. Voilà. Alors, cette question, je pense que vous pouvez nous aider. Comment est-ce que le monde de l'économie doit travailler, collaborer avec le monde de l'éducation en s'assurant que les deux restent indépendants? Oui, je crois que c'est la triste réalité. La question que mon frère Alphonse venait de soulever est vraiment une question qui a toujours duré. Parce que quand vous voyez l'histoire des think tanks, l'historique même des think tanks, il arrive que dans les pays développés, compte tenu de la question de financement de l'éducation, qui dépend aussi de l'économique ou du système économique qui est sur place, ça fait que c'est les multinationales qui investissent et qui payent pour ces éducations. Et parfois, eux, ils veulent qu'on leur fabrique des gens qu'ils appellent employables. Et qu'est-ce que c'est que être employable? Être employable, c'est... on te donne des savoirs, c'est comme j'ai cette tablette qui me demande, Damien, si tu appuies de tel côté, c'est la machine qui commande l'individu et non l'individu au contrôle de la machine. Et quand tu n'es pas assez intelligent, assez vite pour suivre comme la machine te demande de le faire, oh, toi tu n'es pas intelligent. Alors,
Et ça fait que les valeurs sont laissées de côté, l'éthique et tout ce dont on parle. Parce que quand vous voyez même des pays qui ne font même pas des cours de philosophie, un tout petit peu pour les enfants, pour qu'ils aient ce sens d'humilité. Je pense, donc je sais que je ne sais pas, donc je sais, vous voyez le Socrate et tout ça, mais que serait notre monde aujourd'hui sans ces personnes? Et donc, on tourne aveuglement vers, il faut que ça soit, tant que la fabrication de l'argent, la multiplication de l'argent, c'est ce qui est important. Donc, un Rimbaud, un Victor Hugo, je ne sais pas si c'était en vie aujourd'hui, ils seront employables, un Socrate ou quelqu'un. Et donc le système veut que ce soit des gens qu'on dit il est employable. Et l'employabilité, c'est lié à ce que eux veulent que la personne se fasse, à l'adaptation à la machine qui évolue. Parce qu'on avait eu iPad peut-être 5, mais iPad 6, iPad 8 ou... Ça avance et il faut cette adaptation dont il parle. Donc c'est une question aussi fondamentale que moi je pense, ce qu'il faut à notre niveau en Afrique où on est encore en arrière en termes de technologie et de ce que on ne doit pas copier des modèles n'importe comment et aveuglement. Parce que même ces systèmes que nous copions, les États-Unis qui sont comme la référence, vous voyez des parents si même ils sont tellement frustrés si on n'arrive pas à envoyer les enfants aux États-Unis, on se pose jamais même la question qu'est-ce que l'enfant va étudier aux États-Unis, pourquoi il va être aux États-Unis, on va même vendre sa maison parce que c'est comme une fierté, c'est comme mon enfant étudie aux États-Unis, il est au Canada, mais il revient drogué. Je crois qu'il y a un de nos présidents que je ne voudrais pas nommer qui a dit une fois, si on devait gâter nos enfants, est-ce qu'on a besoin de leur payer des billets d'avion pour qu'ils aillent se faire spolier dans ces pays développés? Parce que quand ils reviennent, vous voyez comment ils s'habillent, vous voyez comment ils parlent, vous voyez même des orientations sexuelles, tout ce qui vient avec. Et je pense que c'est un défi pour la culture même africaine, la réalité de nos mœurs et tout. Donc, on se dit, bon, l'argent prend le dessus, donc tant que tu as l'argent, tu peux... Vous voyez, ça se trace sur les stars. La façon dont nos stars se comportent dit largement sur ce défi de l'éducation qui continue. Donc c'est une question importante pour la culture. On y revient dessus, mais j'aimerais aussi que puissiez nous aider à comprendre. Le forum dont vous êtes à la tête résulte un peu d'un mélange entre le système éducatif et aussi le secteur privé, etc. Selon vous, est-ce que, enfin, c'est un peu la question de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qui doit commencer? Ce sont les besoins du marché du travail ou est-ce que c'est l'éducation et les compétences, les nouvelles compétences qu'on essaye de mettre dans nos étudiants? Peut-être je répondrai par commencer à parler de la question du développement. Si on dit comment orienter nos systèmes d'éducation pour apporter le développement, en fait le développement ou les économies de connaissances, il y a travailler sur le pipeline des connaissances, travailler sur le système qui produit les connaissances et puis valoriser ces connaissances. Alors moi, je ne vois pas ça comme secteur privé ou système d'éducation. Chacun a son rôle et c'est très important sur la question du pipeline parce que si, pour moi, quelqu'un qui est capable à la fin de l'université, par exemple, c'est quelqu'un qui peut penser au niveau critique, qui peut résoudre un problème, qui cherche à connaître beaucoup plus dans son domaine, qui se spécialise. Alors ça, c'est un résultat d'un processus, d'un long processus. Nous, à l'Institut panafricain des sciences mathématiques, on est au niveau de maîtrise et doctorat. Alors, on a remarqué, qu'on avait nos instituts, parce qu'on avait des instituts, on a remarqué que ceux qui venaient vers nous n'étaient pas capables de faire une maîtrise en sciences mathématiques. Alors, est-ce que tu te dis, écoute, nous, on les prépare pour le marché, on les envoie? Non. Tu te dis, comment est-ce qu'on peut régler le problème au niveau du pipeline? Parce que c'est là où il y a un problème. Et ça demande... moi, personnellement, je crois que le système d'éducation, même avec beaucoup de partenariats, doit être géré d'un but public. Ça ne peut pas être géré du côté privé. Là où le secteur privé entre, c'est au niveau de l'université pour faire des partenariats en termes des idées. Comment on développe du IP, Intellectual Property. Et c'est de là où on fait des partenariats, comme Stellenbosch en Afrique du Sud. Ils ont un hub qui est lié à l'université, qui donne des capacités à des scientifiques qui ont des idées et qui veulent valoriser ces idées. Moi, je crois que c'est là où le secteur privé arrive. De notre côté, dans le forum du Next Einstein, on travaille sur faire valoriser les scientifiques. Ça veut dire, à notre niveau, c'est des gens qui sont déjà qualifiés et qui n'ont pas de réseau. Ils ont des idées, ça ne va nulle part. Ça, c'est un autre problème. Mais si on parle du pipeline, c'est très important qu'on parle de les fuites. Les fuites se passent où? Par exemple,
les pays occidentaux comme le Finlande, qui est le top au niveau de l'éducation, ils ont pris du temps pour faire de l'expérimentation. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Et aujourd'hui, ils ont un système qui marche pour eux. En Afrique, on n'a pas nécessairement les moyens et les enseignants n'ont surtout pas le temps. Quand tu as 120 étudiants dans ta classe, tu n'as pas le temps de savoir qu'est-ce qui marche. Quand ça marche, tu dis Dieu merci et ça passe. Mais on n'a pas le temps et nos systèmes d'éducation n'ont pas cet espace pour faire de l'expérimentation, pour savoir ce qui marche. Il y a des pays comme le Ghana qui essaient certaines choses, mais ce n'est pas systématique. Ça veut dire qu'on se dit, ah, un système de compétences marche, ok, on l'apporte au Rwanda. Un système de scientifiques, des chaires scientifiques marche, oh, on l'apporte ici. Mais c'est pas vraiment, il n'y a pas de contexte, et avec raison, parce que tu dois répondre au peuple qui dit changer quelque chose. On veut voir du changement. Alors, ce n'est pas nécessairement... Et il faut être clair avec le secteur privé, parce que le secteur privé, et c'est vrai quand on parle de l'employabilité, dans nos économies, on n'a plus le temps d'avoir 11 000 personnes qui finissent l'université, qui ne sont pas capables d'écrire un mémo. Ça, c'est un risque en termes de sécurité même. It's a security risk pour nos pays. C'est très important de pouvoir parler des compétences d'employabilité, mais ça ne résout pas la question du pipeline, plutôt. Et ça, ce n'est pas une question du secteur privé, à mon avis. C'est une question c'est une question qui est multiforme. À votre avis, Dr Sebaganoua, on a parlé bien sûr de cette question de compétences, mais aussi de cette question des enseignants. La question des enseignants, on dit que les enseignants ne sont pas suffisamment formés, etc. Mais vous avez touché sur une question qui est importante, c'est-à-dire que le marché de l'emploi où les politiques demandent des changements immédiats. Mais est-ce qu'on prend le temps réellement de former à nouveau nos enseignants qui seront en charge de former cette jeunesse, à votre avis? Oui, je pense qu'il y a effectivement il y a un socle de compétences communs qui devrait être là, qui ne devrait pas changer de jour au jour. Madame l'a dit. Et les enseignants qui sont formés, il y a une base commune de compétences qu'ils devraient avoir pour pouvoir former les enfants du primaire, de tous les niveaux, le primaire, le secondaire et même le supérieur. Et donc, dans la formation des enseignants, il y a quelque chose de, il y a des compétences qui sont là, qui doivent être adaptées effectivement au champ de l'économie, à l'employabilité, comme on dit, mais on ne devrait pas changer de programme tous les 5 ans, parce que ça pose un gros problème. À la fin, cet enfant qu'on forme, et l'enseignant qui le forme, ainsi que tout ce qui est autour des pratiques pédagogiques, quand on touche quelque chose au système éducatif, c'est tout le système qui s'embrouille. Et donc, il faut au moins de 10 à 15 ans pour changer quelque chose en éducation. Et quand vous changez, parce qu'il y a une nouveauté qui vient de l'extérieur, et que vous changez 4-5 ans après, alors là, c'est un problème. C'est un problème que nous connaissons en Afrique. Puis il suffit que quelqu'un apporte une nouvelle idée, je ne sais pas, un vent politique qui apporte une nouvelle idée, on implémente en éducation, eh bien ça change beaucoup de choses. Et donc là, les décideurs, les politiques surtout de l'éducation, devraient faire attention pour stabiliser cette institution qu'est l'éducation, bien sûr, en l'adaptant au cours des choses, de l'évolution des choses, des technologies et du développement. Alors c'est un peu controversé ce que vous dites, parce qu'après tout, la technologie, en général, les disruptions, comme on les appelle, ça change des choses et ça les change de manière immédiate. Un exemple, on a parlé des tablettes, on a parlé des ordinateurs. Les ordinateurs arrivent sur le marché. Les professeurs n'ont pas nécessairement utilisé des ordinateurs quand ils étaient en train d'étudier, etc., d'être formés. Mais on a besoin, de manière immédiate, de jeunes qui sont capables d'échanger avec la machine. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Est-ce qu'on attend 5 ans, 10 ans, etc. alors que les besoins sont là, les produits sont là? Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Je crois qu'il faut faire la différence. Quand on parle des technologies, des innovations, c'est des outils. Lui, il parle de stabiliser le système. Le socle de compétences, oui. Par exemple, tu ne peux pas amener, comme je te donne l'exemple de l'Égypte, ils ont pris 3 ans pour faire des projections seulement, pour dire qu'est-ce que sera nos besoins si on fait un changement de ce niveau. Parce que là, on change complètement. On apprend des enfants au niveau maternel que ce qui importe, ce n'est pas que tu réussisses cette classe, mais que tu comprennes. Ça, c'est un gros shift dans le système d'éducation qui est nécessaire. Alors, que tu amènes des outils, que tu amènes une tablette, que tu amènes... Ça aide. Et aussi, il faut amener ces 5 ans-là pour que les professeurs soient confortables, même avec le changement de langue comme on a eu au Rwanda. Exactement. Alors, tu ne peux pas enlever ce concept du temps. Même s'il y a une disruption au niveau de Apple, ça ne se passe pas comme ça dans le système d'éducation. Et c'est vrai que la stabilité des systèmes, c'est très important. Aujourd'hui, nous le savons au Rwanda, nous avons une génération des jeunes qui ne parlent ni anglais, ni français, ni kinyarwanda, qui ne sont pas capables de s'exprimer dans aucune langue, qui ne sont pas capables d'écrire dans aucune langue pour s'exprimer. Et ça, c'est vraiment un grand défi au niveau quand ils vont chercher du travail, mais aussi pour qu'ils continuent à faire des études. Parce que, et là, c'est de là où on parle de la stabilité du système. Quand on veut faire un gros changement, surtout au niveau de valeurs, comment nous évaluons le succès à l'école. Parce que moi, je pense beaucoup à ça. Qu'est-ce qui importe? Est-ce que c'est important aujourd'hui? Ils ont sorti les résultats de la 6e. Est-ce que c'est important d'avoir des gens qui passent ou des gens qui peuvent expliquer ce qu'ils ont étudié, se retenir et appliquer? Alors, quand tu fais un changement comme ça, c'est pas la disruption comme avec Apple. Ça ne marche pas comme ça. Revenons justement sur cet exemple des langues, parce que c'est un exemple qui est assez important au niveau du système d'éducation. Il y a donc, par exemple, s'il y a un changement au niveau... si les ministères avaient leur formulaire, par exemple, majoritairement en français ou en kinyarwanda, et qu'ils passent en anglais, par exemple. De la même manière pour la majorité des sites web, la majorité des informations, etc., etc. Comment est-ce qu'on va permettre cette transition? C'était ça surtout cette question. Comment est-ce qu'on permet finalement la transition en respectant le temps de l'éducation? Parce que de toute façon, ces jeunes qui rentrent à l'université sortiront peut-être d'ici 4, 5, voire 6 ans ou plus. Comment est-ce qu'on prépare cette transition en permettant aux jeunes d'avoir ces nouvelles compétences qui sont nécessaires pour qu'ils puissent s'adapter, mais en même temps avoir une connaissance poussée un peu plus profonde? Et je pense que c'est là où vous parliez de cette faiblesse. C'est ça, là. Ils ont des connaissances en général, ils ont des connaissances suffisantes pour passer, mais comment est-ce qu'on s'assure quand même qu'il y a un peu plus que de la surface? Ouais, n'oubliez pas que l'objectif du développement du millénaire, de 2000 à 2015, c'est l'accès seulement. Enfin, seulement c'est trop dire. Mais c'est majoritairement, c'est faire que la jeunesse accède à l'enseignement universel, tous. Mais la question de la qualité, la question du produit n'est pas posée. Maintenant, c'est maintenant qu'on attaque la question, depuis 2015, la question maintenant de la qualité. Maintenant que presque tout le monde, 80% sont dans les écoles, dans les classes. Maintenant, on va s'attaquer au problème de la qualité. Qu'est-ce qu'ils vont s'y faire? Moi, je pense que je peux répondre de cette manière-là. Mais maintenant, alors, il faut passer à l'action. Il faut maintenant, ce que madame disait, il faut prendre du temps pour voir comment transformer effectivement les pratiques pédagogiques. Et il y a quelques minutes, elle disait qu'il y a un problème d'équité. Un enfant qui n'a pas le temps de revoir ses devoirs à la maison, alors qu'à côté, il y a un autre, dans la même classe, qui a tout le temps à la maison du matériel, qui a aussi les parents, je sais pas, les frères, qui peuvent l'aider. Alors, il se pose un problème là aussi d'équité. Mais c'est la classe, c'est l'enseignant qui devrait baliser ces problèmes. Parce que la classe, l'enseignement, les apprentissages, c'est dans la classe, ce n'est pas à la maison. À la maison, c'est peut-être moins de 5%, mais 95%, ça devait se passer dans la classe. Et donc, l'enseignant
qui n'est pas capable de baliser ces différences contextuelles, de famille, de niveau de richesse, de pauvreté, ville, campagne, si l'enseignant ou l'école ou le système n'est pas capable de baliser ces différences, là, il y a un problème d'équité. Ça veut dire que les enfants travaillent, mais ne sont pas sur le même pied d'égalité. Alors, le problème se trouve dans le système et bien sûr dans la classe. Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'il y a deux classes parallèles. Il y a une classe à l'école et une classe à la maison. Et ceux qui sont pas capables d'entretenir cette classe à la maison, eh bien, ils sont à côté de la plaque. Et donc, l'école, la classe, l'institution devraient prendre ses responsabilités pour éviter ce problème d'inégalité, d'inéquité. Alors, cette question, encore une fois, peut-être en appelle une autre. À la maison, on sait qu'il y a bien sûr peut-être moins de temps, moins de structures. Enfin, les structures sont très différenciées d'une maison à l'autre. Mais la société en général, on parle souvent des nouvelles méthodes de communication, Internet, etc., etc. Les enfants ont accès à d'autres sources d'informations qui ne sont pas toujours dans le même sens que les informations qu'ils ont à l'école. Alors comment est-ce qu'on peut aussi penser à ces sources d'informations-là, peut-être à l'extérieur, qui sont à l'extérieur de la classe, mais qui influent finalement sur la classe? Oui, l'influence est inévitable parce que dans notre conception de think tank, on dit you seek what you see. Donc c'est l'image que vous voyez qui définit vos ambitions, qui définit vos perspectives. Et ce que vous dites, c'est assez raisonnable parce que sur le terrain, l'enfant n'est pas seulement confronté à la pédagogie, à l'enseignement formel et tout ce qu'il reçoit à l'école. Et c'est ce que j'appelle d'ailleurs l'instruction. Alors, quand l'enfant a d'autres orientations, par exemple, j'ai eu des difficultés avec des enfants qui voulaient ils voulaient jouer le basketball. Et c'est leur passion, l'enfant veut passer tout le temps à jouer le basketball. Et sa maman est tellement stressée, c'est une grande cadre de l'éducation qui voit son enfant qui ne travaille pas à l'école, mais il est très excellent en basketball. Et si c'était dans des pays où le système accommode de ce genre de personnes, cet enfant, on peut l'orienter vers une école qui met plus d'orientation ou de formation liée au basket. Mais comme c'est dans un système où la réussite est mesurée par est-ce que l'enfant il a travaillé en mathématiques, qu'est-ce que la mathématique va lui servir demain? On ne se pose pas la question, mes excuses à nos amis mathématiciens dans la salle. Mais on ne veut pas poser la question sur est-ce que ça s'adapte vraiment à l'individu. C'est là la question se repose. L'éducation, même dans les universités, les plus grandes universités comme Harvard, quand on fait la statistique, ceux qui ont réussi, qui ont pris part à Harvard, c'est des gens qui sont généralement ce qu'on appelle les drop-out. Les Bill Gates, les Steve Jobs, les Mark Zuckerberg et tout ça. Mais c'est pas par hasard que ces gens, ils n'ont pas pu, leur réussite a eu une certaine déconnexion avec le système. Et une fois, le président de Harvard disait, si Bill Gates restait à Harvard, pour faire encore 5 ans de plus pour avoir son doctorat, on imagine ce qu'il pourrait demander et devenir dans le monde. Et moi, je m'asseyais, je regardais le truc, je dis, mais s'il restait encore 5 ans chez vous, il ne sera même pas connu parce qu'il y a des docteurs qui sont sortis dont personne n'en parle, qui cherchent même des cours à enseigner dans des écoles. Donc, je crois que c'est une question, il faut être intentionnel avec. Parce que la réalité, c'est la réussite éducationnelle qui peut aller jusqu'au doctorat, le professorat, l'agrégat et tout ce que ça incombe. Mais l'innovation même demande une certaine adaptation à la réalité du terrain. Et c'est pourquoi l'image compte pour l'enfant. Et il faudrait aussi que les parents aussi jouent ce rôle. On ne va pas priver un enfant de l'éducation qui devient aujourd'hui une obligation où certains pays disent c'est obligatoire. Mais dans un pays par exemple comme le Botswana qui a fait beaucoup de progrès dans l'éducation pour eux, c'est gratuit et ils y mettent de qualité. Mais ce n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé d'aller à l'école. Si tu décides à un niveau donné d'aller faire des choses qui te sied, tu trouveras des formations qui sont adaptées à tes besoins, à ce que tu veux devenir dans la vie. L'enfant a cette latitude. Mais chez nous, c'est mal perçu. Quand on dit l'enfant ne va pas à l'école, c'est comme il est foutu. Le papa attrape la tête. Mon enfant ne peut plus rien devenir. Donc je pense que sur ce plan, il faudrait que cette adaptation sur le terrain, sur l'observation de l'enfant, les orientations de l'enfant, parce que l'école ne va que produire ce qu'elle va donner à fournir à ses enfants, mais généralement elle ignore que l'enfant est une personne unique qui a une identité et qui a un destin qu'il faut peut-être forcément qu'il assume
et non lui imposer des principes, des règles, et donc sur ce plan, ça fausse les bases des choses. Donc, je pense que c'est là. Moi, je ne suis pas totalement d'accord, parce que faut différencier les choses. Je crois que la culture scientifique ou la culture d'éducation, il y a un problème dans nos sociétés de la façon dont nous valorisons des occupations. Disons que on dit que quelqu'un qui a un doctorat, on le respecte beaucoup, quelqu'un qui est plombier, on ne le respecte pas. Ça, c'est un grave problème dans la société africaine. Parce que, je vous dis, moi qui ai vécu au Canada beaucoup d'années, le plombier est mieux payé que l'enseignant ou professeur. Alors, je crois qu'il y a un problème à ce niveau-là. Ça, c'est culturel, c'est au niveau de nos sociétés, de comment on valorise le résultat des études. Aujourd'hui, quelqu'un qui finit en TVET n'est pas aussi respecté que quelqu'un qui finit à l'Université du Rwanda. Et c'est dommage, parce qu'on a besoin des électriciens qui sont bien formés, on a besoin des plombiers qui sont bien formés, et ils ont leur part dans la société, et c'est important pour le développement du pays. Mais au niveau du développement, si on veut l'industrialisation, si on veut venir des économies de connaissances, ça veut dire, en termes de résultats, c'est que le bien-être de nos populations. Okay? Si on passe à ce niveau-là, la recherche et le développement, c'est important. Ça veut dire, ça ne nuit pas au fait qu'on a besoin des plombiers, on a besoin, vous savez qu'en Hollande, par exemple, chaque année, ils ont un système de quotas. Ils disent, écoute, on a juste besoin à l'école secondaire, en 6e, dans leur examen final, on a besoin que de 1000 personnes qui vont faire l'ingénierat. Okay. Et ceux qui sont les 1000 meilleurs dans les cours nécessaires, ils vont là-bas, les autres doivent chercher où ils entrent dans le système. Et tout le monde, à la fin de la journée, trouve de l'emploi, la société est stabilisée parce que tout le monde valorise les différents emplois. Mais au niveau de l'industrialisation, et ce qui est nécessaire pour l'Afrique, on a besoin des gens qui font ce que j'appelle des recherches scientifiques. Ça veut dire ils font des maîtrises, ils font des études, le doctorat, ils font du post-doctoral avec des recherches et ils innovent. Vous avez parlé de Bill Gates. Bill Gates vient d'un système où ils sont déjà industrialisés. C'est-à-dire, lui, il peut venir, il a son idée. Il y a un système, il y a déjà un système de réglementation où il peut lancer son idée et avoir de l'argent. Il y a un système où il peut picher des ingénieurs pour venir lui continuer les idées. Il y a déjà un système établi. Et nous n'avons pas ce système-là. Alors, on ne peut pas se comparer à un gars où ils disent, écoute, moi, je ne veux pas faire ça parce que de toute façon, je n'ai pas besoin. Si tu regardes aujourd'hui les grandes sociétés en Afrique basées sur des innovations, ça ne dure pas longtemps. Et ce qui dure, c'est parce qu'ils ont pu intégrer la recherche et le développement très vite. Alors moi, je crois qu'il faut qu'on parle différemment. C'est très important qu'on ajuste la culture scientifique dans nos sociétés. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si tu décides aujourd'hui que moi je voulais jouer le football quand j'avais 15 ans, et c'est un scandale. Tu dois être ingénieur, tu dois être quelque chose d'autre. Et on ne sait pas donner de la valeur à ce qui se passe. Et deuxièmement, on parle beaucoup de « il a réussi à l'école », ça veut dire « il a réussi les examens ». Mais on ne se pose pas la question à qu'est-ce qu'on a retenu. Aujourd'hui, je me rappelle d'aucun cours de physique, de mathématiques, je me rappelle de rien de tout ce que j'ai fait. Par contre, à l'université, je me rappelle des cours où le professeur a su intégrer l'interaction, qui n'a pas parlé beaucoup. On a retenu, on a fait des recherches pour voir comment résoudre des problèmes. Ça, je me rappelle de tout ce qui s'est passé. Alors, je crois que en termes de changement, c'est lent, le processus, je crois. Mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'ajuster notre système pour pouvoir sortir des gens qui sont des problem solvers, qui résolvent des questions. Et la science et les recherches, c'est important. Sont très importants. Je pense que vous avez deux visions, l'une holiste et l'une très individualiste, mais je pense qu'il y a des éléments en fait qui sont complémentaires. Et on parle de la recherche et du développement encore et encore. Est-ce que à notre niveau, par exemple au niveau de l'Afrique, parce que le problème c'est que les sciences et surtout les nouvelles technologies, les STEM, etc., les STEAM prennent davantage d'importance. Est-ce qu'on leur donne assez d'importance au niveau peut-être des systèmes d'éducation? Est-ce qu'on arrive à intégrer ces innovations de manière peut-être parcimonieuse, en gardant le socle de compétences, mais est-ce qu'on arrive à intégrer ces nouveaux besoins ou ces choses qui visiblement fonctionnent et sont nécessaires?
Ouais, je reviens aussi sur un point important que madame vient de relever, le problème de l'importance de la recherche. Recherche et développement. Dans des universités en Afrique, dans des universités au Rwanda, il y a production énorme de recherche. Et tout ce qui contient dans ces recherches en termes de résultats. Mais à voir comment ces résultats de recherche sont exploités. D'abord, en amont, je me pose la question de savoir est-ce qu'il y a une volonté manifeste en Afrique de financer la recherche. Ça, c'est d'abord une question. Mais une fois qu'il y a des gens qui font de la recherche et qu'il y a des produits, des résultats de recherche qui sont disponibles en ligne, sur papier, est-ce que ces résultats sont à disposition? Est-ce que le décideur politique utilise ces résultats de recherche pour ensuite mettre en place ces idées politiques, pour implémenter une politique publique XY? Ce sont de grandes et graves questions. C'est-à-dire l'utilisation. L'utilisation. Il y a le financement en amont et en aval, il y a l'utilisation. Là, il y a un point d'interrogation. Donc, lien entre recherche et développement. Et c'est là où le secteur privé... moi, je crois que vous avez raison, c'est pas beaucoup... nous, au Next Generation Forum, on travaille sur ça tous les jours. Il y a d'énormes richesses en termes de recherche qui se passent. D'abord, c'est pas connu. Ça veut dire que... à l'Université au Mali, ils travaillent sur ça. À l'Université de Rwanda, on travaille sur ça. On ne sait pas qu'il y a un collègue qui travaille sur ça. Il y a déjà un problème de collaboration en Afrique. Mais aussi, c'est vrai que nos politiciens, nos leaders ne savent pas l'importance. Et je crois que c'est là où le côté académique, les institutions académiques doivent travailler avec le secteur privé. Parce que, par exemple, le secteur privé, ils savent très facilement détecter une idée qui va marcher. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de Stellenbosch en Afrique du Sud. Il y a un Innovation Hub qui est là-bas, qui est attaché. Et eux, ils savent détecter très facilement. Ils disent, cette idée-là, c'est probable que ça va aller quelque part. Le scientifique est amené, il y a des discussions par rapport aux légalités, etc., etc. Mais le secteur privé investit de l'argent pour faire le pilotage, parce qu'il y a beaucoup de... Et après le pilotage, il y a le niveau de démonstration, et ça devient commercialisé. Mais c'est vrai que moi, je crois que penser que le secteur public va pouvoir faire ça, moi je crois que ça va prendre du temps, mais il y a des progrès qui se passent par rapport à ça. Il y a des leaders, même notre président ici, depuis longtemps, il pousse pour avoir de la valeur aux recherches et au développement. Et ce n'est pas le seul président, il y en a plusieurs en Afrique qui ont compris ça. Mais je crois que ça va être un processus, parce que moi je crois qu'il faut aussi revenir sur la société, parce qu'on ne valorise pas nos chercheurs. On voit un mathématicien, l'idée, tu as même dit, on a une idée de mathématicien, on ne se dit pas, par exemple, que le mathématicien peut aider à résoudre les problèmes de trafic, par exemple. On n'a pas encore lié nos scientifiques et nos chercheurs avec la résolution des problèmes. Et ça, c'est un travail que les gens... La vie quotidienne, tout simplement. Et tu sais, tout ce qu'on a aujourd'hui, même avec nos téléphones, c'est des scientifiques qui ont eu des idées il y a 40 ans et qui ont travaillé à MIT ailleurs, à Intel pendant 25 ans pour pouvoir avoir cette idée aujourd'hui. Et pendant 25 ans, personne ne les connaissait. Je crois qu'il faut aussi que, comme tu as dit, l'indépendance, il faut avoir ce balance entre l'indépendance qu'on donne aux chercheurs et aussi l'investissement pour pousser que certaines de ces recherches produisent quelque chose. Mais moi, je voulais revenir sur le fait que moi, je ne suis pas très d'accord que l'enseignant, parce que vous avez dit l'enseignant doit savoir amener l'équité dans la classe. Mais je trouve que c'est trop demandé aujourd'hui de nos enseignants. Parce qu'en termes de qualification, si, comme vous avez dit, les bases, je ne sais même pas si nos enseignants, tous, et ça c'est partout en Afrique, ont les qualifications même de base. Nous savons qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, des gens qui ont terminé à niveau secondaire enseignent à la secondaire. Et ça c'est déjà compliqué en termes de qualité. Et c'est pour ça que moi je crois que c'est à beaucoup de niveaux, c'est pas seulement au niveau, l'équité va pas seulement se passer au niveau des professeurs. Dans la société, ça veut dire nous les parents, pour moi je ne vois pas comment je peux laisser ma fille à l'école et dire c'est le problème du professeur. C'est-à-dire si elle est bonne, elle est mauvaise à l'école, ça ne me regarde pas. Il y a une responsabilité de la part des parents
il y a une responsabilité de la part de la société de valoriser l'enseignement, l'apprentissage, mais il y a aussi de savoir est-ce que les enseignants ils ont les ressources. Parce que tu demandes à quelqu'un de faire ce qu'il ne peut pas faire. La façon dont il a été enseigné, c'est demander à quelqu'un de faire ce qu'il n'a pas, de donner ce qu'il n'a pas. Je crois qu'à ce point-ci, peut-être les professeurs, les enseignants qui graduent aujourd'hui, mais ceux qu'on a aujourd'hui, moi je crois que c'est un peu trop demandé. Et je crois que c'est pour ça que, comme tu as dit, on doit stabiliser le système et regarder dans les 5, 10, 15 ans pour dire c'est quoi les bases qu'on veut dans 15 ans. Et les outils, ça va toujours changer, tu sais. Par exemple, le Ghana, ils ont utilisé un système de SMS où il y a des audios. Ça veut dire si l'enseignant ne comprend pas ce qui se passe il ne sait pas exactement, ça le dit, voilà comment tu peux faire des interactions. Il y a beaucoup de systèmes qui arrivent aujourd'hui pour faciliter les tâches aux enseignants et aux étudiants aussi. Mais je crois qu'il faut aussi penser à long terme de changer le système de valeurs. Comment nous valorisons? Parce que pour moi, par exemple, à nos instituts, nous, on ne fait pas de pourcentage pour terminer. On a un système de pass-fail, passer ou échouer. Le professeur doit être sûr que tu as compris la base et que tu es maintenant capable de prendre ce que tu as enseigné et d'en faire quelque chose en termes de recherche. Et si tu as fait ça, tu passes. Parce que l'objectif, ce n'est pas que tout le monde ait les mêmes compétences, mais c'est de donner des compétences de base et de dire maintenant, va penser à ce que tu vas faire toi-même. Et si on arrive à changer, moi, à mon opinion, ça c'est l'innovation qu'il faut. Si on arrive à changer ça, alors moi je crois qu'on peut faire des progrès au niveau de la qualité. Et oui. D'abord, je partage beaucoup de choses avec ma sœur Nathalie, seulement que on a cette tendance souvent à dire « Ah, c'est l'Afrique, vous savez, nous n'avons pas les niveaux nécessaires, l'environnement n'est pas favorable, les contextes ne sont pas les mêmes par rapport à l'Occident, par rapport à la Suisse, il y a beaucoup de pays que vous avez cités. » Et je pense que c'est une question de priorité. Quand vous voyez la priorité des nôtres, et que ce soit des individus déjà, dans leur habillement, dans leur moyen de se déplacer, dans leur façon de consommer de façon générale, et que vous voyez même dans les pays qu'on se dit développés, qui ont ces systèmes qu'ils ont instaurés, moi je pense que l'Afrique a des ressources, et ça j'y crois fermement, et c'est pas seulement des ressources minéraires ou de tout ce qu'on nous dit, mais des individus, des potentialités en termes de qualité, des gens qui peuvent penser. Et c'est sur ce plan que ce qu'ils font à Ames, c'est une initiative privée qu'ils ont développée, qui aujourd'hui fait quand même du buzz dans le continent. Il y a Africa Leadership University, il y a plein d'initiatives. Nous, on a créé notre think tank pour les enfants et tout ce qui vient. Mais je pense que cette façon de valorisation dont elle parlait, ça se répercute dans la question. Moi, j'interprète ça dans la priorité qu'on donne aux choses. Et on a tendance à se dire, oh, en Afrique, ça ne marche pas, vous savez, de toutes les façons, c'est l'Afrique. Et alors que, pendant ce temps, on est en train de gaspiller des ressources, on est en train de combattre même des cerveaux, et ce qui se répète tout le temps dans notre système. Parce que moi, j'ai quitté le Bénin à l'âge de 16 ans. Parce que j'ai combattu le système éducatif. On m'a sauté des classes, on pensait que j'étais intelligent, j'ai atteint l'université à l'âge de 15 ans. Et quand on m'a envoyé dans l'école d'agriculture, j'ai pété parce qu'on nous donne des diplômes, vous savez conduire le tracteur, je ne suis jamais rentré dans un tracteur. Oh, ça c'est la moindre des choses pour le 21e siècle. Et moi j'ai combattu le système, malheureusement j'avais des parents au gouvernement et puis ça a tout dégénéré. J'ai quitté le Bénin, je suis allé à 16 ans au Ghana pour devenir un réfugié, j'étais en exil au Ghana et ça fait qu'aujourd'hui, quand j'ai cette passion pour l'éducation, j'ai parcouru au moins 44 pays en Afrique à faire de l'enseignement, de l'éducation, qui n'a rien à voir avec un gouvernement ou un système externe et tout, malgré les défis que cela apporte. Mais comme elle dit, on ne valorise pas des choses. On se dit, bon, parfois même on voit même mieux ce qui avance comme une menace plutôt que quelque chose à contribuer ou y apporter quelque chose. Et moi, je me disais, il faut que de façon intentionnelle, nous, on se dit, ce n'est pas parce que je ne suis pas Bill Gates, je ne suis pas milliardaire, mais la plupart des voyages que j'ai fait à l'intérieur de l'Afrique, qui est même plus compliqué que voyager en dehors de l'Afrique, au Sénégal, à Saint-Louis, partout, peut-être la plupart de nous avons parcouru, c'est parce que j'avais cette vocation, je voulais le faire. Et des gens aidaient aussi sur le terrain, parce que parfois on a cette tendance à dire, ah, les Africains. Mais moi, des Africains m'ont aidé. Au Kenya, en Éthiopie, en Afrique du Sud, à Lesotho, partout, en Angola, les gens ont payé mes séjours, des gens qui n'ont aucun, ils sont même pas des gouvernants. Donc je pense que notre valorisation de nous-mêmes. Qui finance l'éducation en Afrique? Il faut aussi qu'on se pose ces questions. La Banque mondiale, et c'est leurs instructions. Et il faut aussi mettre en avant que selon les statistiques,
le continent africain est l'endroit qui est où les investissements dans l'éducation sont les plus rentables. Et ça, on n'en parle pas souvent. On dit que voilà, ça fonctionne pas, etc., etc. Et pourtant, on a des opportunités, mais peut-être on ne les prend pas suffisamment. On n'en prend pas parti. Alors, vous avez parlé des initiatives rentables en privées. termes de nombre. Ça veut dire, tu peux dire, si je suis la Banque mondiale, j'ai financé un projet au Ghana et c'est allé de 60% à 80%. Mais on ne sait pas de ces 80% des étudiants, qu'est-ce que ça donne au pays et qu'est-ce qu'eux ils ont. En termes de PIB. Ouais, en termes de ce que ça apporte au pays et même pour ces enfants qui terminent. Et j'allais aussi dire que les pays qui sont intelligents ont su prendre des initiatives comme les nôtres, qui sont privées, en physique, un truc, et tirer ce qui marchait et de voir comment est-ce que je peux ajouter ça dans mon système petit à petit. Ça veut dire, je ne suis pas privé, je n'ai pas cet argent parce que nous cherchons des financements partout et on n'a pas 100 000 étudiants. On a nous on a 55 par pays, par classe. Hein. Alors, nous, on peut chercher, c'est plus facile de suivre, de voir l'impact, etc. Et d'aller avec eux jusqu'à ce qu'ils trouvent du travail, où ils vont en recherche. C'est plus facile. Mais les pays qui sont intelligents ont pu prendre ce qui marche et dire comment j'amène ça dans mon système, dans le contexte où je suis, où moi j'ai 5 000 étudiants par rapport à 55. Mais ça, c'est le problème qu'on a sur le continent. On va voir le développement d'un système éducatif à double standard. On a les initiatives privées, les écoles privées qui sont capables peut-être d'intégrer certaines de ces innovations, mais à un niveau national, on a tendance à revenir dans le même travers des objectifs du millénaire du développement et de dire, voilà, j'ai 95% d'alphabétisation, voilà, d'alphabétisation, etc. Et puis, on regarde les chiffres, mais on n'est pas nécessairement capable d'intégrer certaines de ces choses. Alors peut-être, on approche de la conclusion malheureusement. Si on revient peut-être sur la théorie U, Leading from the Emerging Future, on parle de comment est-ce qu'on se prépare peut-être, comment est-ce qu'on peut sentir ce qui vient et puis se préparer aujourd'hui pour être adapté peut-être au futur. Quels sont peut-être un mot les éléments qu'il faudrait, ou les tendances, entre guillemets, je n'aime pas le mot tendance, mais quels sont ces éléments qui seront nécessaires dans le futur et qui seraient importants d'inclure ou de préparer dans notre système éducatif aujourd'hui? On commence peut-être avec vous, Nathalie. C'est une question difficile, mais je crois que je voulais dire que avec les robots qui viennent, avec l'intelligence artificielle, et ça va toucher l'Afrique aussi, je vous promets, il faut regarder ce que l'être humain peut apporter. Et dans ça, c'est toujours la pensée. La pensée indépendante, la pensée critique. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui se préparer, nos pays doivent se préparer et investir. Comme vous l'avez dit, ça prend un sacrifice. Ça va jamais... Il n'y a aucun pays, par exemple le Lesotho, si on utilise l'exemple de Lesotho, ils ont augmenté les qualifications nécessaires pour des enseignants de primaire et de secondaire. Ils devaient maintenant avoir un diplôme, ça veut dire qu'ils ont augmenté leur salaire. Ça coûte l'État quelque chose, ça coûte tout le monde quelque chose. Ça ne va jamais se passer parce qu'on a de la bonne volonté. Aucun pays en Afrique investit plus d'1% du PIB dans la recherche et développement. Et il faudrait au minimum 5%. Oui, l'Israël c'est 4, je crois. Les autres pays c'est 3%, entre 3 et 4%. Et l'Afrique du Sud a dit que pour eux ça va être en 2020 qu'ils vont pouvoir avoir 1%. Ça veut dire qu'il doit avoir de l'investissement et il doit avoir pour moi de la planification et des projections. Dire qu'est-ce qu'il faut dans 5 ans. Ça va devoir des professeurs et des enseignants qui sont capables d'être comme un groupe leader, un leader de groupe, pas un enseignant qui te dit X, Y, Z, qui parle pendant 1 heure, mais quelqu'un qui sait comment tirer des étudiants, et surtout au niveau de l'université, pour qu'ils savent capables de résoudre des problèmes. On est à ce niveau-là. Et si on n'est pas capable, dans 5-10 ans, dans notre système d'éducation, de faire ces réformes, de faire des projections, de voir combien de professeurs on aura besoin, des enseignants, et donner des incentives à nos... Parce qu'aujourd'hui, les plus brillants parmi nous ne deviennent pas professeurs ou enseignants. C'est pas intéressant, on les paye pas bien, il n'y a pas d'honneur, hein, on te jette quelque part de loin de la ville, c'est pas intéressant. Et on doit changer ça, on a 5 ans. 5 à 10 ans moins, c'est ce que je pense. Donc, transformer cette approche pour se focaliser un peu plus sur l'étudiant et sur ses besoins. À votre avis? Oui, à mon avis, cette question était assez personnelle pour moi parce que si vous lisez un peu notre curriculum, nous avons dit quelque chose que, quand je voulais d'abord créer un think tank,
Les gens m'ont dit, mais Damien, un think tank, c'est des gens qui sont à la retraite, c'est les prix Nobel, c'est eux qui reviennent pour créer un truc de think tank, un centre de recherche. Est-ce que tu n'es pas en train de rêver par hasard? Et je crois que ça se reflète dans nos habitudes qu'on veut plutôt se concentrer sur l'expérience que de voir la vision. Et quand vous parlez du futur, c'est la vision. Et c'est ça qui fait que généralement, on néglige même les enfants. Et les parents même considèrent que qu'est-ce que cet enfant sait. Moi, j'ai reçu des enfants du Tchad, du Ghana, du Cameroun, même ici au Rwanda, qui ont à peine 6 ans, 12 ans, 11 ans. Mais quand ces enfants raisonnent, quand ils me parlent, et c'est en ce sens que tu vois que le futur, c'est dans leurs mains. Mais qui va vouloir prendre cet enfant comme conseiller, par exemple? Parce que si tu n'es pas un ancien ministre qui veut que tu sois son conseiller ou un ancien quelque chose, donc on veut vivre dans le passé, alors que la vie courante nécessite une certaine adaptation qui est beaucoup plus liée au futur et à cette vision dont je parle. Donc moi je dis, il faut qu'on se retrouve dans un contexte où même la vision, même si elle ne peut pas remplacer l'expérience, qu'elle le complète tout au moins. Mais c'est comme les jeunes, tout le monde parle des jeunes, mais combien de jeunes qui veulent à côté dans son bureau? Parce qu'on se dit, les jeunes, ils sont des problèmes, c'est des gens qui veulent, ils sont très extrémistes, ils sont si, parce qu'on a peur des jeunes au lieu de les utiliser par contre, ce qu'ils ont, les idéaux qu'ils développent et tout ça, on se dit non, ça ne compte pas parce que l'expérience c'est le vieux qui a les cheveux blancs, qui a déjà fait la chose plusieurs fois et même si le contexte change, on ne veut pas voir ça. Donc je pense que c'est une menace pour notre futur de toujours voir les choses dans le sens de qu'est-ce qu'il a fait par le passé. Et je n'ai pas besoin d'être un agrégé pour enseigner quelqu'un si peut-être je peux m'adapter au contexte. Et généralement même dans ces universités, ceux qui enseignent les gens qui deviennent des prix Nobel ne sont pas eux-mêmes des prix Nobel. Exactement. Donc il faudrait qu'on considère ces aspects et qu'on remettre la balle à terre, qu'on se dise ce n'est plus une question du passé, ce n'est plus une question de qu'est-ce que Damien a eu comme diplôme, qu'est-ce qu'il a pu faire. Il faut se tenir compte de qu'est-ce qu'il produit maintenant et quelle perspective cela peut apporter. Donc je pense que sur ce point ça pourra nous aider. Mieux utiliser la jeunesse. Alors, à mon avis, je suis pas loin de ce qu'ils ont dit, mais plus l'artifice avance à grands pas, plus il faut renforcer le naturel, l'homme, nature. Sinon, quand vous voyez comment l'enfant né à 3 ans déjà, il y a 3-4 écrans autour de lui. Ou même à 1 an. Même à 2 ans, 3 ans. Il ne sait pas poser son pied dans un fleuve, dans une rivière, dans un bois. Pour moi, c'est ça. Hein? Donc, il faut que l'autre côté, comme l'autre côté avance l'artifice, nous encombre. Il faut le naturel. Voilà. Renforcer le naturel. Parfait. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous d'avoir bien voulu nous joindre pour parler éducation. Merci, Dr Sebaganoa. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci, Monsieur Mouzoun. C'est un plaisir encore d'être ici. Et merci, Madame Mounia Venda. Merci. Et merci à vous tous qui nous avez suivis, encore une fois, poser des questions et commenter. Et surtout, il faut comprendre et bien mettre en avant que l'éducation, c'est une question non seulement qui regarde les enseignants, mais aussi le secteur privé, les politiques publiques et chacun d'entre nous en tant que parents, en tant que jeunes, etc. Et ça nous incombe pour le futur de nos pays africains. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.